Alors, dans une dernière partie du cours, on va voir ce qui se passe lorsqu'on étudie les hyperplans en dimension finie. Donc, je vous rappelle jusqu'à maintenant, ce qu'on a pris comme définition d'un hyperplan, c'est que c'était le noyau d'une forme linéaire non nulle. On a déjà vu en dimension finie une autre définition d'un hyperplan, et ce qu'on va voir maintenant, en fait, c'est que c'est que ces deux définitions sont exactement les mêmes. Donc, c'est l'objet du théorème 33. Vous avez E un K-espace vectoriel de dimension finie et H un sous-espace vectoriel de E. Eh bien, H est un hyperplan si et seulement si sa dimension est égale à la dimension de E moins 1. Donc, on passe à la démonstration de ce résultat. On va raisonner par double implication, soit H un hyperplan de E. Alors, je mets au sens de la définition 12, c'est-à-dire quand on l'avait définie de façon générale, sans être encore en dimension finie. On a démontré un peu plus haut que ça voulait dire que H admettait une droite comme supplémentaire, c'est-à-dire il existe un sous-espace vectoriel de dimension 1, que j'ai noté D, tel que H et D soient supplémentaires dans E. Autrement dit, puisqu'on connaît la dimension des supplémentaires en dimension finie, la dimension de H est donc égale à la dimension de E moins la dimension d'un supplémentaire de H, c'est-à-dire que la dimension de H est bien égale à la dimension de E moins 1. Donc, si H est un hyperplan dans un espace vectoriel de dimension finie, alors il est de dimension de E moins 1. Maintenant, on montre la réciproque, on suppose que H est un sous-espace vectoriel de E de dimension de E moins 1. Par le théorème de la base incomplète, on peut fabriquer un supplémentaire à H. Et pour fabriquer ce supplémentaire, je vous rappelle, on prend une base de E de H, donc c'est-à-dire avec n-1 vecteurs, et on le complète jusqu'à obtenir une base de E, c'est-à-dire qu'on le complète avec un seul vecteur. Donc les supplémentaires de H sont tous de dimension 1. Et donc il existe bien une droite, puisqu'on veut que ce soit de dimension 1, qui va être un supplémentaire de H. Donc de nouveau par le théorème 31, qui était une équivalence, H est donc un hyperplan. Donc en dimension finie, et c'est le cas pour beaucoup d'espaces vectoriels, à part les polynômes et l'ensemble des fonctions continues, ou l'ensemble des fonctions tout court, H est un hyperplan, si et seulement si il est de dimension de E-1. Donc vous pouvez utiliser cette presque définition d'un hyperplan lorsque vous êtes en dimension finie. Alors ensuite, on a vu, après la dimension d'un hyperplan, l'équation d'un hyperplan. En dimension finie, cette équation, elle prend une forme particulière. C'est l'objet du théorème 34. Donc soit E, un K espace vectoriel de dimension finie n. Soit E en En une base de E, on sait qu'il en existe puisque E est de dimension finie, soit H un hyperplan de E. Donc pour hyperplan, on peut prendre la définition qu'on veut, soit noyau d'une forme linéaire non nulle, soit espace vectoriel de dimension n-1, vous prenez ce que vous voulez. Alors il existe des coefficients A1 à n, tels que l'information x appartient à h, s'écrivent sous la forme somme pour k allant de 1 à n des akxk égale 0. Autrement dit, l'équation de votre hyperplan, là, qui est normalement phi de x égale 0, eh bien, elle peut s'exprimer simplement à partir des coordonnées de votre vecteur. On appelle cette équation une équation de l'hyperplan dans la base h. Ici, là, c'est xk, ek. Il manque les vecteurs ek, c'est pour dire que les xk, en fait, c'est les coordonnées de x dans la base E1, En. Donc, pour toute base, vous êtes capable de donner une équation de votre hyperplan qui ne fait appel que aux coordonnées de votre vecteur x et pas au vecteur x de façon générale. Alors, on va démontrer ce théorème 34. Donc, on se fixe E1, En une base de E et H un hyperplan de E. En particulier, il existe une forme linéaire non nulle, telle que H soit le noyau de phi. Donc X
appartient à H va se traduire par phi de x égale 0. Et puis je vous rappelle, comme on est en dimension finie, E étoile, c'est un espace vectoriel qui est lui aussi de dimension finie, et on en connaît une base. On a vu ça dans le théorème 30. La famille phi1, phi-n, qui sont les formes coordonnées, est une base de E étoile. Donc toute forme linéaire, et c'est le cas en particulier pour phi, s'écrit comme la somme pour k allant de 1 à n des phi de k phi k. Donc en particulier, x appartient à h qui est équivalent à phi de x égale 0, et bien phi de x égale 0, je peux le remplacer par la somme pour k allant de 1 à n des phi de k phi k de x égale 0. Et phi k de x, qu'est-ce que ça vaut? Je vous rappelle, phi k de x, ça vaut exactement la kème coordonnée de x dans la base E1, En. Autrement dit, ça vaut exactement xk. Donc x appartient à h, on peut l'écrire, somme pour k allant de 1 à n des phi de kxk égale 0. Donc il existe bien des coefficients qui donnent comme équation somme pour k allant de 1 à n des akxk, comme c'était le cas dans l'énoncé.